Alors, bonjour à tous. Il est 7h30, nous sommes du matin à Paris. Euh, Bonjour à tous, je vais attendre que certains d'entre vous puissent se connecter. J'espère que la connexion Internet de votre côté comme du mien nous permettra d'échanger. Et j'attends que les premières personnes puissent se connecter et qu'on puisse échanger. J'espère que vous m'entendez. Alors, donc je vois quelques-uns d'entre vous qui commencent à se connecter. On va encore attendre évidemment quelques minutes, que tout le monde ait le temps de rejoindre ce live. Bonjour Xavier. Donc comme je le disais en propos introductif, il est donc 7h30 du matin à Paris. Je suis avec vous depuis Paris. J'étais la semaine dernière en Asie, au Vietnam avec le Premier ministre, puis à Singapour, chez moi. J'y repars la semaine prochaine et là, je suis à Paris pour un certain nombre de projets que je dois et que je tiens à défendre à l'Assemblée. Donc on va attendre. J'ai reçu pas mal de questions et je vous en remercie tous. Je vous remercie tous pour les questions. Je remercie tous ceux qui ont pu m'envoyer des questions. Donc au moment où je vous parle, j'ai devant moi mon ordinateur sur lequel s'affichent les questions que vous pouvez m'envoyer. N'hésitez pas à en poser. Et ceci me permet de la plus précise possible. Bonjour Thierry d'Ukraine. Alors ça, je suis touchée parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français en Ukraine et c'est vraiment touchant et très sympathique de vous avoir parmi nous ce matin. Merci beaucoup, Ukraine, où j'espère bien pouvoir me rendre. Donc j'ai beaucoup de projets, je discute beaucoup, j'échange beaucoup, je suis très proche de la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine et on voit ensemble toute l'évolution de ce qui se passe en Ukraine puisqu'ils vont avoir des élections bientôt et voir un petit peu à quel moment il sera le plus facile et le plus opportun et le plus intéressant pour notre communauté que je puisse me rendre en Ukraine. Voilà, donc je reste très, très attentive à ce qui s'y passe. Alors aujourd'hui, voyons voir, il est déjà 7h33, allez, encore quelques minutes et puis on va essayer de commencer. Juste vous donner quelques bonjours. Bonjour Jean-Louis, ravi de vous retrouver parce que je crois que vous êtes un fidèle et sur Facebook et sur les Facebook Live. Donc merci beaucoup, merci de votre temps parce que on a tous des journées bien remplies et merci de votre temps. Donc en attendant que d'autres puissent nous rejoindre, quelques mots sur la semaine qui vient de s'écouler à l'Assemblée. Alors, pour vous expliquer, en novembre et en décembre, l'Assemblée, bonjour Luc, l'Assemblée est totalement accaparée par les discussions sur le budget. On commence par le budget général de l'État, par la partie recettes. Et oui, l'État a besoin de recettes, comme tout État qui se respecte. Puis en deuxième partie, une deuxième partie est consacrée au budget et aux recettes également de la sécurité sociale. Nous sommes maintenant dans la troisième partie qui discute de la partie de l'utilisation de ces recettes pour ce qu'on appelle les missions. Le budget de l'État est découpé en missions, donc mission emploi, mission collectivité territoriale, mission, moi celle sur laquelle je travaille, action extérieure de l'État, c'est-à-dire le budget du ministère des Affaires étrangères. Quand on aura fini ça, ça va se terminer à la fin de la semaine prochaine, et notamment par l'action extérieure de l'État, pour lequel moi je vais m'exprimer en hémicycle. Et après, on va entamer ce qu'on appelle les articles détachés, c'est-à-dire on va parler de sujets qui n'ont pas un impact direct sur les finances de 2019, mais des sujets qu'on est obligé de mettre en place pour préparer ce qui va se passer en 2020. Par exemple, il y a quelques années, quand on a préparé le prélèvement à la source, on ne pouvait pas avoir juste une loi de finances qui dise « Allez, en novembre, on vote qu'au 1er janvier, on passe au prélèvement à la source ». Non, pour l'impôt sur le revenu. Il y avait toute une préparation à faire auparavant pour que les services puissent démarrer ce projet. Et donc, ça a été fait en plusieurs étapes dans ce qu'on appelle les articles détachés. Et tout ça, ça va se terminer. Ça part ensuite au Sénat,
qui va rediscuter un peu tout ça, puis ça reviendra à l'Assemblée en deuxième lecture. Voilà, donc tout ça, ça nous amène jusqu'à fin décembre. Il faut qu'au 31 décembre, de toute façon, tout soit bouclé pour que l'État puisse avoir des recettes et des dépenses à partir du 1er janvier. Bonjour Eric d'Australie. À Sydney, merci beaucoup aussi d'être prêt. Ah là, ça, on va de l'Ukraine à l'Australie ce matin. Ça, c'est formidable. Ça fait quand même un paquet de fuseaux horaires. Parce que je pense qu'avec l'Australie, il me semble bien qu'on a 14 heures de décalage horaire en ce moment. Et qui doit être quelque chose comme 9 heures du soir chez vous, à peu près. Voilà, donc merci Eric. Donc comme quoi l'horaire est pas si mal, on arrive à avoir plus de monde parce que c'est pas toujours facile de trouver un horaire qui convienne à 10 fuseaux horaires. Bon, mais écoutez, maintenant qu'on est un petit peu plus nombreux, je vais commencer, je vous ai parlé un petit peu de la semaine à l'Assemblée. Je vais vous parler de ce dont je voulais vous parler ce matin, qui sont les arbitrages du gouvernement suite au rapport que j'ai rendu. Donc, petit retour en arrière. Le Premier ministre, en février dernier, me confie une mission. Il me demande de m'intéresser aux Français à l'étranger, de regarder 4 aspects, la fiscalité, la protection sociale, l'accès aux services publics et, bonjour Bernard, et le retour en France. Je mène ce travail de février jusqu'à juillet à peu près. En accord avec le Premier ministre, on décide de publier un rapport qu'en septembre, parce qu'en août, il ne se passait rien. Enfin, en juillet, on a eu quelques événements qui nous ont un peu occupés. C'était vraiment pas le moment de sortir ce rapport, il l'aurait fait à l'eau plouf. Et le Premier ministre n'aurait même peut-être pas pu me recevoir pour que je remette le rapport en main propre. Ce qui a été fait le 11 septembre dernier, j'ai formulé 215 propositions. C'est beaucoup 215. Certains disent, oh là là, les rapports, d'habitude, il y a une dizaine de propositions. Oui, alors voilà pourquoi. Moi, j'ai fait le pari. Parce qu'en discutant avec les administrations, je me suis bien dit que si je leur disais quelque chose du genre « Alors, ça serait bien que vous simplifiez les certificats d'existence pour les retraités à l'étranger. » Ça aurait fait lettre morte, j'aurais eu aucun retour. En revanche, si je leur dis « Il faut faire comme ça » et que cette simplification passe par 2 ou 3 étapes, j'ai préféré écrire les 2 ou 3 étapes pour être sûr qu'ils comprennent et qu'ils s'approprient le sujet et qu'ils soient plus rapidement réactifs. Donc c'est pour ça qu'il y a 215 propositions, parce que j'ai choisi d'aller dans les détails, d'être extrêmement directive, plutôt que de rester dans des grands schémas et de ne pas leur permettre de s'approprier correctement le truc. Parce que, ça c'est le deuxième point, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs avant. La machine de l'État, qui fait qu'on a des lois qui sont mises en œuvre, qui sont appliquées et qui sont contrôlées derrière. Alors ça, je peux vous dire que la machine, elle est lourde. Et les mots sont faibles. Moi, je me suis bien vite rendu compte que faire bouger une administration, c'est un travail titanesque. Nos fonctionnaires, nos agents de l'État, sont là pour mettre en œuvre des réglementations. Et quand on arrive, nous, derrière, parlementaires, et qu'on leur dit, écoutez, là, la réglementation, ça serait bien de la changer un peu. On voit, par exemple, ce qui s'est passé pour le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, ça fait peut-être 10 ans qu'on en parle. Et le temps qu'il a fallu pour y arriver. Voilà, donc c'est typique de ça. Et j'ai finalement, sur des sujets qui sont beaucoup plus simples que le prélèvement à la source pour les Français à l'étranger, bonjour Marie-Laure, on se rend compte que leur demander de faire bouger quelque chose, on a l'impression qu'on doit soulever des montagnes. Moi, je suis plus sceptique, je ne crois pas qu'on ait besoin de soulever des montagnes, mais bon. Donc, j'arrive à la troisième partie maintenant de ce travail, qui est que maintenant que je l'ai remis au Premier ministre, maintenant que j'ai expliqué au Premier ministre quels étaient les enjeux pour les personnes qui ne sont pas en France, maintenant, c'est de mettre en œuvre les recommandations. Alors, il y a un certain nombre de recommandations dans les 215 qui ne coûtent pas un centime à l'État, qui sont très simples, qui sont juste des procédures à modifier. Ça, derrière, ça va être à moi de travailler avec les administrations en charge de ce travail pour voir si elles les mettent vraiment en œuvre. Parce que je n'ai pas reçu de la part du Premier ministre ou des cabinets ministériels, parce qu'il y avait 3 cabinets ministériels. Il y avait les affaires étrangères, les affaires sociales et les comptes publics, le budget de l'État. Je n'ai pas senti des gens qui disent « Ah non, ça, c'est pas possible. Ce que vous dites, c'est absolument impossible. » Un point sur lequel ils m'ont malgré tout dit non, je vais y revenir. Donc, je souhaite bien, j'ai bien l'intention que tout ça soit mis en œuvre. Mais ça ne va pas être triste. Et puis derrière, il y a un certain nombre de mes recommandations qui doivent en passer par la loi. Il faut modifier la loi. Alors comment ça se passe? Il y a des choses pour lesquelles moi j'ai déposé personnellement des amendements, que j'ai travaillé, que j'ai fait travailler avec des administrateurs de l'Assemblée, que j'ai déposés. Il y en a d'autres qui ont été écrits directement par le gouvernement, qui m'a dit, vous inquiétez pas, on va écrire les amendements pour vous. Très bien. Alors je les attends. Si vous saviez le temps que j'ai attendu pour avoir ces amendements, et je les ai eus au dernier moment. Des amendements qui ne sont pas passés dans ce qu'on appelle
lecture, le premier débat autour d'un amendement qui se passe en commission. En commission, en l'occurrence, des finances. Et après, ça passe en hémicycle, en séance. Il y a des amendements que j'ai eus la veille ou l'avant-veille. Aucun moyen d'aller les faire vérifier. D'aller demander à un expert pour dire... Moi, je ne suis quand même pas fiscaliste. Moi, ce n'est pas mon métier d'être fiscaliste. Je veux bien être curieuse et creuser les sujets, mais je ne suis pas fiscaliste. Donc, il me faut du temps. Moi, je suis armée j'ai contacté 4 cabinets d'avocats fiscalistes, 4, qui me conseillent. Plus une personne au ministère des Finances, qui est mon interlocuteur privilégié et intelligent et qui m'aide beaucoup. Eh bien, j'avais pas le temps. Quand on me donne quelques heures, j'avais pas le temps de le présenter. Donc, je n'ai plus que laisser faire cet amendement qui, le groupe politique auquel j'appartiens, de toute façon, n'a pas le temps non plus. Le gouvernement dit qu'il fallait dire amen, ils ont dit amen, et puis voilà. Voilà, donc toutes ces procédures sont un peu particulières, et maintenant, j'ai pris le temps d'aller voir des avocats fiscalistes, et je vais vous en parler. Alors, donc, la première chose qui est importante pour certains d'entre vous, je vais dérouler la pelote dans un sens différent. La protection sociale, c'est vraiment le sujet phare. C'est la réforme de la CFE qui va vraiment lui permettre d'être beaucoup plus accessible au plus grand nombre, à des tarifs plus abordables, dans des conditions plus raisonnables, parce que c'est une question de survie pour elle. Cette CFE, le projet de loi qui a été adopté par le Sénat à l'unanimité en mars dernier, mars ça fait déjà un paquet de mois, doit repasser à l'Assemblée en discussion. Normalement, c'est ou première ou deuxième semaine de décembre, c'est en tout cas décembre, c'est imminent, je surveille. Je ne suis pas membre de la Commission des affaires sociales, donc je ne peux pas porter ce texte comme rapporteur, mais je travaille avec la Commission des affaires sociales pour les aider à comprendre ce texte, parce que l'objectif est que ce texte soit voté copie conforme du Sénat, sans y changer une virgule. C'est la seule condition indispensable pour que la CFE puisse se réformer et que les décrets d'application puissent être publiés dès fin décembre pour une mise en œuvre en janvier. Donc je travaille d'un côté de façon rapprochée avec la CFE. Pardonnez-moi, la CFE, j'ai oublié de répéter pour certains d'entre vous, la Caisse des Français à l'étranger, qui, je le rappelle, est un organisme privé, c'est très important de le dire, c'est un organisme privé chargé d'une mission de service public, et sa mission de service public, elle est sur 2 plans. Le premier plan, il est tout petit, c'est d'apporter une possibilité de couverture sociale à des personnes qui sont à l'étranger en situation de quasi-indigence. Et ça, c'est un budget. L'État donne une subvention à la CFE pour ça, qui s'élève à 340 000 €. Toute petite subvention. La deuxième mission de cette Caisse des Français à l'étranger, elle est d'assurer la continuité avec notre système de protection sociale en France. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord être un véhicule qui permet de collecter les cotisations retraite et de les rediriger vers les caisses de retraite correspondantes en France, donc de continuer à cotiser pour sa retraite. Et la deuxième chose, c'est sur le plan de l'assurance maladie. Cela permet de pouvoir avoir une continuité. Quand on rentre en France, on garde ses droits à la sécurité sociale. Donc, cette Caisse des Français à l'étranger, elle est indispensable, mais elle avait trop peu d'adhérents. Ça reste une assurance privée. Elle avait bien trop peu d'adhérents pour être viable et pour continuer à assurer cette mission de service public. D'autant plus que cette mission s'assortit d'un point qu'aucune assurance privée ne propose, qui est qu'on peut rentrer à la CFE quel que soit son état de santé antérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Alors que beaucoup d'assurances privées vont commencer par vous demander un questionnaire de santé, et si vous avez évidemment une maladie chronique ou une maladie au long cours, bien évidemment, comme par hasard, ou bien on vous refuse, ou bien on vous donne une prime d'assurance comme ça à payer. Donc la CFE, il faut la défendre, et c'est ce que je fais, et je suivrai le texte de très près. Voilà, donc ça c'est la protection sociale. Il y avait d'autres points sur la protection sociale pour lesquels je n'ai pas reçu d'arbitrage. Ça sera mon travail tout au long de l'année 2019, et même au-delà d'ailleurs, de continuer à suivre pour voir comment mettre en œuvre ces recommandations. D'ailleurs, ça me permet de saluer le travail qu'avait fait la sénatrice Hélène Conway-Mouret, s'agissant du retour en France. Hélène Conway-Mouret a remis un rapport, c'était en 2015 ou 2016, je ne sais plus, et qui a permis de mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent d'accompagner le retour en France. Elle a rendu son rapport, mais elle n'a pas du tout arrêté de le suivre, et Hélène continue à suivre son rapport, à suivre les mises en œuvre. On s'est rencontrés, on en a discuté, on a bien vu quels étaient les points qu'il fallait continuer à appuyer. Elle était sur un côté très concret, très pratique, très logistique. Moi, j'ai abordé ce retour en France sur un plan plus général, et notamment l'objectif, c'est absolument que toutes nos administrations en France
qu'elles aient ce logiciel case à l'étranger, quoi. Je vais donner l'exemple. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a 3 semaines, qui a lancé une enquête auprès de tous les jeunes de France sur le service national universel. Donc c'est une enquête qui a été sur 3-4 semaines au mois d'octobre. Et aux surprises, quand on était sur la page d'accueil de ce questionnaire, la première chose qui était demandée, c'était le code postal. Et le code postal, il avait 5 chiffres. Quelqu'un tout de suite m'a prévenu de ça, et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le cabinet du Premier ministre, et je leur ai dit, mais attendez, on peut pas faire ça. Vous avez des jeunes Français qui sont à l'étranger, qui vont revenir en France, qui seront concernés. Vous ne pouvez pas les exclure de la consultation. Et en 3 jours, dans le temps d'un week-end, c'était corrigé. Et non seulement le code postal était facultatif, mais en plus, il y avait une case aussi, j'habite à l'étranger. Donc voilà, ça a été corrigé. Mais vous voyez, c'est constamment fait à l'écoute. Alors, pour ça, je peux aussi, si je peux compter sur vous, c'est très bien. Donc, si certains d'entre vous rentrent en France, ont une interaction avec une administration française et qu'ils s'aperçoivent au cours de cette interaction que l'administration en face, elle n'a pas le logiciel étranger et qu'elle n'est pas capable de répondre à votre demande, vous me faites signe parce que moi, j'interviendrai dans toute la mesure du possible pour leur dire, attendez, non, c'est pas possible, j'ai remis un rapport, on arrête là. Et je pense que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Hein. Encore hier, j'ai été alertée par une Française qui est rentrée de l'étranger et dont le mari est salarié en France, il a un travail salarié depuis le mois de novembre, et cette jeune femme française ne parvenait pas à récupérer ses droits à la sécurité sociale. Alors qu'il y a un décret qui date du mois du 27 février 2017, 28 février 2017, et qui dit clairement qu'un ressortissant, un conjoint marié ou pacsé de quelqu'un qui rentre en France et qui est salarié ne doit pas se voir imposer le délai de carence de 3 mois. Il doit réintégrer tout de suite la sécurité sociale sans délai de carence. C'est quand même terrible. Et donc cette personne a tout fait pour essayer de faire valoir ses droits. Elle ne connaissait pas ce décret. Elle a fini par me contacter. Je lui ai donné le décret, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Alors moi, je suis très directe, hein, c'est pas la peine d'aller voir les gens en leur disant « je vous rappelle qu'il y a un décret ». Non, 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 non. Hein. Moi, je vais vous dire comment je recommande de procéder. C'est un courrier recommandé accusé de réception au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie avec copie du décret en l'enjoignant, il faut utiliser un vocabulaire assez ferme. Je vous demande de mettre en œuvre le décret du temps qui s'applique à ma situation ou de m'expliquer pourquoi il ne s'appliquerait pas. Et je mets en copie. Donc je lui ai demandé de mettre en copie la directrice nationale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de me mettre moi-même en copie. Voilà, ça fait partie de mon travail de contrôle du fonctionnement de l'État. Ça me met en colère, vous l'entendez dans ma voix, qu'une administration n'applique pas les décrets qui existent. C'est quand même invraisemblable. Donc, autour de vous, dans vos vies à vous, si vous avez des situations où vous remarquez qu'une administration est récalcitrante, n'a pas la possibilité ou ne souhaite pas ou ne veut pas prendre en compte votre situation de Français à l'étranger, n'hésitez pas, vous me contactez. Et comme toujours, je vous rappelle, hein, quand vous me contactez, si je ne vous réponds pas, vous me relancez. Normalement, j'ai l'habitude de répondre assez vite, mais compte tenu du flot de messages que je reçois, hein, je peux parfois avoir des loupés et des mails que je ne vois pas passer. Donc voilà, parce que ça fait partie de ce travail que je vais mener avec acharnement, avec détermination pour arriver à changer les mentalités, à faire en fait que notre situation de Français hors frontières soit systématiquement prise en compte et que ça apparaisse pas comme un cas extravagant. Voilà, on est quand même officiellement 1,8 million à l'étranger, plus probablement de l'ordre de 2,5 millions, même sans doute 3 millions. C'est beaucoup plus que les personnes qui habitent dans les départements et territoires d'outre-mer. Je n'ai rien contre eux, mais je vois que eux, leurs situations sont prises en compte. Quoique eux aussi parfois ont des difficultés à se faire reconnaître dans nos administrations de fois rentrer en métropole. Voilà, donc ça fait partie du retour en France, il va falloir le modifier. Donc je vous ai parlé de la protection sociale, je vous ai parlé, alors attendez, j'ai une question de Céline qui demande, attendez, pourquoi c'est difficile de faire respecter nos droits? Alors je pense que déjà, d'une façon générale, même en France, dans mon expérience passée de citoyens qui habitaient en France métropolitaine, c'est pas toujours si facile de faire respecter ses droits. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de la lettre recommandée, moi je remarque une chose. Aujourd'hui, la communication se fait beaucoup, on voit beaucoup à travers nos jeunes, on se parle, on va voir les gens, et puis éventuellement on s'envoie un texto, on s'envoie un email. Et je me rends compte que tout cet moyen d'action, rencontrer les gens, la personne du guichet, elle a aucune marge de manœuvre. Si elle n'a pas été formée à une procédure peut-être inhabituelle, si elle n'est pas au fait du cas, vous avez 2 solutions, 2 attitudes. La personne qui va vous dire « Ah, c'est pas possible », « Ah, c'est pas possible », et puis la personne qui vous dit « Écoutez, je ne sais pas, je vais me renseigner ». Ça déjà, on fait un progrès là.
Voilà. Donc du coup, il faut savoir comment réagir. Et puis au bout d'un moment, quand on voit, on peut toujours essayer d'avoir un premier contact. Et moi, même en France, hein, ça peut arriver. Je le vois bien souvent les discussions autour de ce qui se passe dans les régions, dans les collectivités territoriales, dans les mairies, dans les préfectures, pour récupérer un permis de conduire en France. Enfin, bon. Après même une perte de permis de conduire, une perte de documents, on voit bien les difficultés. Là récemment, j'ai été interpellée sur une situation où les jeunes qui obtiennent le permis de conduire en ce moment, apparemment le système national a eu une panne et ça ne fonctionne pas. Donc il faut en revenir à une procédure ancienne, mais on n'arrive pas à avoir l'information, comment il faut faire. Il y a un moment, qu'on soit citoyen en métropole ou qu'on soit citoyen en dehors, moi c'est ce que je recommande, la seule solution, on tape au plus haut de la hiérarchie, donc le directeur national de la Caisse nationale d'assurance maladie, le directeur de ce site, on tape au plus haut de la hiérarchie, le courrier recommandé accusé de réception, on fait référence, si on l'a, au texte de loi dont on sait qu'il s'applique à nous et qui fait valoir nos droits, et on met en copie, on n'hésite pas à mettre en copie ce qui s'appelle la Direction générale des populations qui a remplacé la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes dans les départements. On met en copie un journal de consommateurs genre UFC Que Choisir. J'en fais la promotion parce qu'ils sont quand même là. Et là, en général, ça fait réagir les gens. Hein. Quand ils sentent qu'ils peuvent être montrés du doigt, ah, là, ça les fait bouger. Donc, faire valoir ses droits, oui, moi je recommande que quand on sent qu'un ou deux échanges courtois et corrects ne fonctionnent pas, il faut en passer. Moi, c'est ma recommandation à la lettre recommandée avec le texte de loi qui s'applique à nos droits. Et puis en copie des gens qui peuvent faire peur. C'est un moyen de rendre public. Alors ensuite, il y a une nouvelle méthode aussi qui marche pas mal avec le secteur privé, secteur public. Il faut voir, mais j'ai vu des réponses là récemment. C'est Twitter. Aller sur le compte Twitter d'une administration et dire voilà, moi j'ai tel problème, pourquoi ça marche pas. Je sais qu'avec, par exemple, les compagnies aériennes, ils ont horreur de ça. Ils répondent très très vite. Voilà, Twitter, c'est un outil qui est suivi beaucoup par les journalistes. Et vous connaissez la presse, quand elle a quelque chose d'un peu croustillant à mettre sous la dent, ça peut toujours l'intéresser. Donc franchement, ça marche bien aussi. Les administrations, j'en ai moins l'expérience, mais là j'ai vu, c'était un cas de permis de conduire et quelqu'un avait mis en copie l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, sur Twitter. Eh bien l'ANTS a répondu directement en disant c'est pas normal, effectivement votre situation n'est pas normale, veuillez nous contacter en message privé, on va répondre à votre situation. Donc vous voyez, moi je suis peut-être un peu ancienne méthode, lettre recommandée accusée de réception, mais le compte Twitter, interpeller les gens directement quand on arrive à avoir leurs coordonnées Twitter, a priori ça semble fonctionner aussi. Donc franchement, je vous le recommande, voilà. Mais il n'y a aucune raison, Céline, pour qu'on ne fasse pas respecter nos droits, et il faut utiliser tous les moyens. Mais au bout d'un moment, quand on voit qu'en parlant, qu'en essayant d'être poli, d'être correct, même si on reste tout le temps poli évidemment, mais d'essayer de passer par la voie normale de la personne qui nous accueille derrière un guichet, quand on voit que ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine de s'acharner. Et moi je trouve qu'au bout allez, 2 échanges, parce que je veux bien être un tout petit peu patiente, mais moi au bout de 2 échanges, ma patience a atteint ses limites. Donc je tape directement au-dessus pour faire valoir mes droits. Et vraiment, il ne faut pas essayer. Je vous y encourage parce qu'il n'y a pas de raison. Et face à une administration qui est souvent rigide, avec des agents qui sont, malgré tout, moi j'ai vu dans l'administration à l'étranger, dans les consulats, franchement, on a des agents qui sont super engagés, super dévoués, très motivés. On ne peut vraiment pas mettre en cause leur bon vouloir et leur envie de nous rendre service. Mais on ne leur donne pas forcément du côté de leur organisation en interne les moyens de nous répondre correctement. C'est assez frustrant pour eux. Et puis, je trouve que dans l'administration française, alors on y travaille, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'y travaille par ailleurs, donner à nos agents de la fonction publique des outils pour qu'ils puissent utiliser le langage naturel que nous, on utilise. Je le dis d'ailleurs dans mon rapport, et du coup, on puisse se comprendre. Nos agents de la fonction publique, que ce soit un agent d'une mairie, d'une préfecture ou d'un consulat, on leur demande d'appliquer une procédure qui est rédigée. Dieu sait si le langage administratif est ultra complexe. Et cette complexité, on ne leur a pas demandé de la rendre simple. Parce qu'on leur a dit, attention, il faut dire exactement ce qu'il y a là, parce que sinon, ça risque d'être mal interprété, etc. Bon, eux, ils sont coincés en étau entre un utilisateur qui ne comprend pas tellement ce qu'on lui demande, et en particulier aujourd'hui, pour discuter avec des collègues, je peux vous dire qu'en campagne, en province, pour des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude des outils Internet, c'est super compliqué. Et puis l'agent, dont la hiérarchie, l'encadrement lui dit, attention, il faut que tu dises ça exactement, tu ne peux pas dire autre chose. Alors l'agent, il est vraiment en étau. Donc il y a tout un travail qui est en cours pour essayer de les aider à acquérir un langage plus naturel, à transcrire toutes ces procédures, ces décrets, ces règlements en langage, en mots simples, pour qu'on puisse, vous comme moi, les comprendre, les approprier, puis savoir ce qu'on doit faire.
Donc voilà, ça c'est très important. Et tout ça découle de la rédaction des textes de loi. Alors là, je suis en plein dedans s'agissant de la fiscalité. Et la fiscalité, la rédaction, comme toutes les lois, hein, c'est une complexité avec une loi qui se rédige avec des renvois en permanence. Alors, selon l'article 112 machin A, le 1 du premièrement du troisième alinéa, sous réserve que s'applique l'article 25 bis, petit 1 du 2 du 3. Alors, vous avez un texte, au bout du compte, c'est extrêmement compliqué de le comprendre. Alors, évidemment, c'est comme ça qu'il peut y avoir des loupés, des textes de loi qui ne sont pas applicables. Voilà, donc c'est un vrai souci, cette rédaction de loi qui a besoin finalement d'être très précise, mais ensuite au moment de son application, moi je demande juste qu'on nous la traduise dans un langage là, comme on se parle là, hein, qu'on arrive à se comprendre avec des mots qui font partie de notre vocabulaire du quotidien. Voilà, donc ça c'était pour parler de la protection sociale, de comment faire respecter nos droits, et ça vaut aussi à l'étranger. Donc n'hésitez pas, si vous avez un sujet sur lequel vous sentez que vos droits ne sont pas respectés, que ce soit à l'étranger ou en France, je peux peut-être vous aider déjà à trouver le texte de loi qui s'applique si vous ne le connaissez pas. Et une fois qu'on a identifié le texte de loi ou le décret ou le règlement qui s'applique à votre situation, on verra ensemble si vous avez une lettre recommandée à écrire, et éventuellement n'hésitez pas, et je vous donnerai volontiers mon feu vert si je vois qu'effectivement votre sujet n'a pas été correctement compris du côté administratif et que vos droits ne sont pas respectés. Moi je n'hésiterai pas à vous proposer de mettre en copie du courrier pour essayer de faire bouger les administrations et faire valoir vos droits. Voilà, donc n'hésitez pas à me soumettre vos situations. Et puis je verrai, et quand évidemment, comme toujours, quand je vois qu'il y a une situation qui concerne un grand nombre de personnes, alors là je monte au créneau de façon tout à fait différente pour attirer l'attention sur le fait qu'il y a un sujet plus général à aborder. Donc je vous ai parlé du retour enfant, je vous ai parlé en un sens de la simplification administrative. La simplification administrative, pardon, là où je suis extrêmement contente, il y a quelque chose qui va vraiment bouger, c'est s'agissant du contact. Alors ça vous concerne peut-être pas au quotidien, quand on appelle au téléphone un consulat. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de consulats qui, du fait de la fonte des effectifs et des moyens qui leur sont donnés, ne peuvent plus répondre au téléphone. Alors moi j'ai vu, je suis allée dans un consulat, ils font des tours de garde entre eux. Donc les employés du consulat, y compris, alors pas l'ambassadeur quand même, le numéro 2 de l'ambassade, parfois est amené à prendre un tour de garde pour lui-même répondre aux appels téléphoniques. Et c'est pour ça que parfois, si vous cherchez à joindre le consulat, vous n'arrivez pas à les avoir au téléphone parce qu'ils vont faire ça sur des plages horaires très très restreintes, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont un boulot à côté, ils ne peuvent pas répondre à tous les appels. Et quand on a des grandes communautés, il peut y avoir beaucoup d'appels. Et puis il n'y a pas que les Français qui appellent, il y a aussi les gens localement qui peuvent appeler. Donc l'idée que j'avais mise dans le rapport et qui va être mise en œuvre, et non seulement elle est mise en œuvre, mais elle a été budgétée. Il y a un pré-budget, un budget de travail de réflexion préliminaire qui a été mis dans le budget du ministère des Affaires étrangères, j'en suis extrêmement contente, c'est d'étudier la possibilité de mettre en place un central téléphonique qui serait probablement basé à Paris, pardonnez-moi mon parisianocentrisme, en France, et qui permettrait de répondre avec le système des technologies de voix, ce qu'on appelle la voix sur IP, qui permet de ne pas passer par le téléphone filaire, mais le téléphone par Internet. Vous appelleriez votre consulat là où vous êtes dans votre pays, en Ukraine ou en Australie, par exemple. Vous avez donc un numéro de téléphone local, mais en fait, l'appel est dérouté sur un central à Paris. Et du coup, ça permettrait à ce central d'être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce central filtrerait les appels et ne renverrait au consulat que ceux qui vraiment n'appellent une réponse que du consulat à laquelle on ne pourrait pas répondre en centrale. Pourquoi ? C'est parce que une énorme proportion des appels téléphoniques qui sont faits vers les consulats concernent en fait des sujets qui sont les mêmes partout. Et ça va être souvent les heures d'ouverture, ça va être du consulat, ça va être j'ai perdu mon passeport, qu'est-ce que je dois faire ? Ça va être dites-moi, j'ai pas trouvé sur le site les critères pour la photo, pour le passeport. Ça va être où est-ce que je peux trouver le formulaire X, machin. Voilà, donc c'est des questions qui sont communes au monde entier. Et donc ça permettrait de vraiment centraliser les appels, d'y répondre en plus efficacement et plus en conformité avec vos propres horaires là où vous vous trouvez. Donc ça serait une très bonne chose. Donc ça, c'est budgété. Donc ça, je suis très contente. Alors, pour le moment, on en est au stade d'étudier si c'est faisable. Et puis après, si c'est faisable, ça sera véritablement mis en œuvre. Donc l'année 2019 sera consacrée à est-ce que c'est réalisable ? Et ensuite, on passera à la mise en œuvre, j'espère, rapidement derrière. Donc ça, c'est un sujet que je vais suivre de près parce que vraiment, ça va
soulager nos consulats. Vraiment, j'ai vu, mais je vous assure, j'ai vu des agents de l'État qui étaient en état de stress, mais vraiment de stress, à l'idée d'être le permanencier pour la semaine, c'était par semaine, la semaine qui suivait. Donc, oui, Pierre, je vois la question, les appels pourraient être envoyés en Inde. Ah, vous voulez dire pour installer le central en Inde? Alors ça, pour le moment, l'idée, c'est de le mettre plutôt en France. En tout cas, s'il s'agit de savoir si les appels émis d'Inde pourraient être pris en compte, oui, bien sûr, quel que soit le pays, y compris de Chine, que ça puisse... Alors, voilà, il y a des problèmes techniques avec des pays qui ont un grand contrôle sur les voies sur IP, s'assurer que c'est techniquement et légalement réalisable. Mais on espère que ça soit accessible à tous. Et puis, s'il y a quelques pays qui restent avec un standard pour des raisons internes au pays, pourquoi pas, mais qu'au moins la grande majorité puisse aller accéder à un système beaucoup plus simple. Donc beaucoup de simplification pour nos agents, de soulagement, de stress en moins, parce qu'il y a vraiment un vrai un vrai stress au travail que j'ai pu observer, et puis un vrai service rendu, parce que sinon on peut pouvoir téléphoner n'importe quand, on est quand même tous gagnants, ça serait vraiment un plus. Voilà ce que je pouvais dire pour la partie... Alors la partie simplification, j'ai oublié de vous dire que dans les choses qui vont être mises en œuvre en 2019, alors ça va être mis en... Moi je préfère être... j'ai toujours un point de vue... ah oui, alors la centrale, je pense Pierre qu'il y a forcément des contraintes de sécurité par rapport à ça. Il faudrait voir, parce que l'idée c'est aussi de mettre des gens qui parlent français, qui répondent français, ou français probablement, enfin on n'a pas été jusqu'à ce point de réflexion, mais au minimum des gens qui parlent parfaitement français pour pouvoir répondre aux appels téléphoniques. Donc a priori, dans ce que j'ai compris, ce serait plutôt en liaison avec le Quai d'Orsay en France, qui a 2 antennes à Nantes et à Paris. Voilà, à creuser en tout cas. J'imagine que toutes les pistes vont être étudiées. Donc, un autre sujet qui sont, s'agissant des simplifications administratives, les certificats d'existence pour les personnes qui prennent leur retraite à l'étranger. Et je voudrais d'abord souligner que les gens qui prennent leur retraite à l'étranger, je l'ai encore répété en hémicycle, je l'ai encore répété en commission des affaires étrangères, ce ne sont pas que des retraités fortunés qui vont en Suisse ou au Portugal, que ce sont aussi des retraités qui vont simplement retrouver leur famille dans le pays de leur conjoint, par exemple. Ça peut être aussi un choix personnel qu'on n'a pas à juger parce qu'on a envie de vivre dans tel ou tel pays. Ça peut être une question d'aventure, un choix personnel, mais peu importe les raisons, on n'a pas à juger. Donc, pour revenir sur la petite anecdote de mon collègue Sacha Houlier qui était venu avec sa grande idée d'aller taxer les retraités à l'étranger, je vous dis tout de suite, le feu est éteint, c'est terminé, on n'en parle plus. Je vois Sacha très régulièrement, il ne m'en a jamais reparlé. Voilà, donc le sujet est définitivement clos. Voilà. Donc, je tiens à faire passer ce message que les retraités à l'étranger ont beaucoup de profils et qu'on n'a pas à porter un jugement sur la raison pour laquelle ils sont retraités à l'étranger. J'y tiens, ça me paraît indispensable. Alors, ensuite, partant de ça, il n'empêche que quel que soit le pays dans lequel on prend sa retraite, on a parfois tous les ans, mais pour chacune des caisses de retraite, un certificat d'existence à produire. Et ce certificat d'existence peut être fait, ah oui, ça dans les faits, il peut être signé par une autorité administrative du pays où on se trouve. C'est vrai. Ah oui, seulement le certificat est écrit en français. Alors quand vous allez vous présenter au commissariat de police de votre quartier au Japon, et que le policier japonais voit un document écrit en français et qu'on lui dit il faut signer là, ben il dit non, hein, évidemment. Alors résultat, ben le papier, on va au consulat. Seulement quand on prend sa retraite sur une zone qui est à 400 km du Japon, eh bien, à 400 km de Tokyo, pardon, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire 400 km au moins une fois par an, voire plus quand on a plusieurs caisses de retraite, pour aller faire signer ce papier en français au consulat. C'est pas acceptable. Moi, j'ai appelé ça la maltraitance administrative. Le Premier ministre a trouvé que j'exagérais un peu. Il me dit « Oh, quand même, Anne, vous exagérez un peu ». Et je dis ben, « Non, si vous alliez voir un petit peu dans les faits comment ça se passe, non, c'est vraiment de la maltraitance administrative à laquelle sont soumis nos retraités. » Alors Bernard me dit qu'il est écrit au moins en 8 langues. Ça, c'est vraiment un grand progrès. Mais Bernard, j'ai discuté avec les personnes du GIP Union Retraite. GIP Union Retraite, c'est ce groupement interprofessionnel qui chapeaute toutes les retraites et qui va justement entrer en action, qui est en train de travailler pour les retraités. Et quand je lui ai dit que ça serait bien que le futur document qu'ils vont préparer pour 2019
soit automatique, parce que c'est quand même un document très simple, hein, ça ne demande pas un traducteur et des heures de traduction, c'est pas un roman du prix Goncourt, hein, bon, c'est... Eh bien, on ne sait pas, on a déjà effectivement, il m'avait parlé de quelques langues, c'est peut-être les 8 langues dont vous me parlez là, mais j'ai dit, mais attendez, parce que j'aurais dit, il faut peut-être aussi penser au japonais, ou au chinois, à toutes ces langues qui ont une écriture différente, au grec, au thaïlandais, etc. Oh là là, j'ai eu l'impression de leur demander la lune. Donc voilà, donc vous pouvez compter sur moi, je vais revenir tout à l'heure en disant, non, écoutez, vous avez des outils très simples, quand il s'agit de traduire non en thaï, ça me paraît pas, même avec Google Traduction, on doit y arriver, hein, on doit quand même réussir à faire quelque chose de possible. Et puis encore une fois, il s'agit de le faire contrôler une fois que le document est fait, c'est fini. On le met en français, en thaï, en français, en japonais, enfin bon. Je ne comprends pas leur réticence à... voilà, encore une situation où je ne comprends pas pourquoi ils disent non. Mais bon, on va essayer de les suivre de près. Alors, que dit le GIP Union Retraite? Ce qu'il est en train de préparer, il est en phase de test, il est en train de préparer la possibilité que le certificat d'existence soit émis une fois par an, une seule fois par an, par le GIP Union Retraite. La signature reste les contraintes que je vous ai indiquées. Il faut continuer à le faire signer par une autorité accréditée, donc les consulats certainement, plus un certain nombre d'autorités reconnues dans le pays où vous résidez, et soit transmis. Alors la transmission, j'ai compris que pour le moment, c'était toujours par courrier au GIP Union Retraite. Mais cette transmission, je voudrais aussi discuter avec le GIP pour qu'ils acceptent qu'on utilise un outil qui est proposé par la Poste en France, qui est la possibilité, d'ailleurs je vous le dis à tous, on peut par le site internet de la Poste envoyer un courrier en recommandé accusé de réception. Le principe est simple, votre document, le certificat d'existence, vous le téléchargez sur le site de la Poste et la Poste en France le récupère, l'imprime et va faire le recommandé que vous voulez envoyer à telle ou telle personne. Alors je dis recommandé, ça peut être un recommandé simple, un recommandé avec accusé de réception, un courrier qui ne soit pas recommandé, un courrier ordinaire. Tous les services classiques de la Poste en France sont accessibles de cette façon-là et vous pouvez payer par Internet en ligne. Et ça évite pour tout ce qui est courrier recommandé depuis l'étranger, je pense notamment à la Thaïlande où c'est assez compliqué, mais je peux vous dire qu'à Singapour c'est également très compliqué et j'ai des courriers recommandés qui ne sont jamais arrivés. Ce service-là, je l'ai testé personnellement, je vous garantis que ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Donc je voudrais voir si le GIP Union Retraite pourrait accepter qu'on leur envoie de cette façon-là, tout en le doublant par un envoi courrier papier qui mettra le temps qu'il mettra, mais qu'au moins on ne perde pas de temps dans l'acheminement du courrier avec ce premier envoi. Voilà, donc j'espère que tout ceci va aboutir. En tout cas, la simplification elle est déjà là. Un seul document, une fois par an, quel que soit le nombre de caisses de retraite, on y est et ça va être mis en œuvre là, courant 2019. Donc on va sortir d'une forme déjà de complexité. Il faut une carte bleue Visa. Ah oui, ça pour payer, il faut une carte bleue Visa, ça c'est sûr. Mais une carte bleue, moi j'utilise une carte bleue qui était émise sur un compte étranger. Je n'ai pas utilisé une carte bleue émise sur un compte français. Et ça a été accepté. Donc, voilà. Donc, sachant que ça me permet de faire le lien avec un autre sujet qui est abordé dans le rapport pour lequel il n'y a pas d'arbitrage pour le moment, j'ai souligné la difficulté qu'on a dans certains pays à conserver un compte bancaire en France. Alors, une information très importante. Les règlements internationaux, et qui s'appliquent aussi en Europe, imposent à toutes les banques, à cause d'une réglementation américaine, la réglementation bancaire impose que les banques, dès lors que vous habitez à l'étranger, vous demandent un certain nombre d'informations et elles vont vous les demander une fois par an. C'est-à-dire que même si vous les avez données une fois, ils vont vous les redemander tous les ans. Et le problème, c'est que j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont contacté, qui avaient bien reçu cette demande d'information de leur banque en France. C'est des informations très simples, hein. C'est votre adresse, je ne sais plus ce qu'ils demandent, si on est né aux États-Unis, enfin, je sais plus, enfin, bon, je ne me rappelle plus des détails qu'ils demandent. Ils demandent un certain nombre d'informations. Et si vous ne répondez pas à ce qu'on vous dit, oh ben non, j'ai déjà répondu il n'y a pas longtemps, puis il n'y a pas longtemps, on ne se rend pas compte que ça fait déjà un an. Si on ne répond pas dans les temps, la banque vous ferme de façon autoritaire le compte en banque en France sans préavis. Elle vous envoie, enfin c'est sans préavis, elle vous envoie un courrier pour vous dire, le mois prochain, je vous ferme votre compte en banque. Donc, et on n'a pas le moyen de se retourner. Donc,
je vous recommande et faites passer l'information autour de vous, quand votre banque en France vous envoie un document à compléter avec un certain nombre d'informations qui vous demandent, surtout remplissez-le et renvoyez-le au plus vite, sans perdre de temps, faites-le savoir, et même si vous le demandez tous les ans, vous le faites tous les ans. Sinon, vous vous exposez au risque qu'il vous ferme de façon autoritaire le compte en banque, sachant que il ferme de façon autoritaire plus rapidement le compte en banque de personnes qui habitent dans certains pays. Et là, on m'a rapporté des cas dans des pays qui ne posaient pas de problème, la Thaïlande, le Vietnam, que je sache, ce n'est pas des pays sur lesquels il y a des sanctions américaines qui pèsent, et il y a eu des exemples. Donc, surtout, renvoyez bien. Voilà, Margot nous dit que c'est le document W8 ou W9 de l'administration américaine, IRS, qui est je crois que je ne me trompe pas, Margot, c'est le IRS, c'est l'administration qui est collecteur d'impôts aux États-Unis, Inland Revenue, quelque chose comme ça. Remplissez ce document, faites-le savoir autour de vous, remplissez-le, renvoyez-le au plus vite pour ne pas vous exposer à un risque de fermeture arbitraire de compte bancaire. Donc, Céline confirme qu'il y a beaucoup de cas ces derniers temps. Donc surtout, remplissez ce document et faites-le savoir autour de vous, parce que, notamment s'agissant des retraités, moi j'ai des cas de retraités qui du coup ne pouvaient plus percevoir ou leur remboursement de Caisse des Français de l'étranger ou leur pension, tout simplement leur pension de retraite. Donc on se retrouve avec une situation ubuesque. Donc voilà, faites-le savoir autour de vous, il faut remplir au plus vite ce document si votre banque vous l'adresse. Voilà, j'ai fait le tour de pas mal de sujets, mais le sujet que je voudrais vraiment aborder, je sais que certains d'entre vous l'attendent, c'est la fiscalité. La fiscalité, voilà ce que j'avais demandé. J'avais demandé une forme on appelle ça un ensemble de mesures dans lequel il y avait en premier lieu la suppression des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine immobilier. Les revenus du patrimoine immobilier sont... Alors, d'abord, pour être beaucoup plus précise, les prélèvements sociaux sont composés de 5 prélèvements. CSG, CRDS et 3 autres petits prélèvements. Prélèvement social sur le capital, prélèvement de solidarité et une taxe additionnelle. Les 2 premiers CSG, CRDS représentent 9,7% des prélèvements. Le reste représente 10% de l'ensemble des prélèvements qui font 17,2%. 9,9, pardon, c'est 10,3 et donc le complément, je me trompe, excusez-moi, c'est 10,3 pour les CSG, CRDS et puis donc le complément à 17,2 pour le reste. L'Europe et les non-résidents fiscaux ne sont pas soumis à ces prélèvements sociaux sur leurs revenus d'activité. Ceux d'entre vous qui touchent un revenu d'activité, une pension de retraite, n'ont pas de CSG sur leur pension de retraite, à condition d'avoir indiqué qu'ils étaient à l'étranger. Et s'agissant ensuite des 2 autres types de revenus, capital et placement, capital et placement, depuis 2012, sont soumis aux prélèvements sociaux pour les non-résidents, alors qu'ils ne l'étaient pas avant 2012. C'est une décision du premier gouvernement de M. Hollande, le gouvernement M. Ayrault, en 2012, en août 2012. Sauf que ces prélèvements sociaux, vous le savez, c'est un prélèvement. Alors, pour être bien clair, ce n'est pas un prélèvement qui donne droit à des prestations sociales. Ça, faut être bien clair. Les prélèvements sociaux, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est un prélèvement de solidarité, de financement de notre protection sociale. À l'origine, en 91, c'est comme ça qu'il a été conçu. Financement de notre protection sociale, c'est un prélèvement de solidarité. En 91-92, quand il y a eu les premiers prélèvements, c'était un tout petit pourcentage. Petit à petit, depuis 1992, on a dévié jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui, sur les activités en France, depuis là tout récemment, il n'y a plus de cotisation maladie sur les salaires, mais tout est fait sous forme de CSG. Donc c'est la cotisation CSG qui représente entièrement le financement de la partie de la protection sociale en France concernant les revenus d'activité. À l'étranger, donc, dès qu'on était non-résident fiscal, on n'avait plus ces prélèvements sociaux à payer du tout, sauf depuis 2012. Depuis 2012, sur les revenus d'activité, ça n'a pas été modifié. Il n'y a toujours pas de prélèvements sociaux sur les revenus d'activité, mais ils ont été introduits sur les revenus du patrimoine et de placement. Alors, sur les revenus du patrimoine, notamment c'est le revenu immobilier, c'est les loyers. Ça concerne quoi? C'est quand on a un appartement, un logement en France qu'on le met en location. Et quand on vend son logement en France et qu'on a une plus-value, on a sur cette plus-value non seulement un impôt de revenu à payer, sur le revenu à payer, mais également des prélèvements sociaux.
Et l'Europe a épinglé la France en disant non, 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 vos prélèvements sociaux actuellement, ce sont des prélèvements totalement fléchés qui sont uniquement pour votre protection sociale. Donc, vous ne pouvez pas autoriser, vous ne pouvez pas les prélever sur des gens qui, par ailleurs, contribuent à un système de protection sociale dans le pays où ils résident. Et là, je vous passe tous les détails. L'Europe a dit, moi je n'accepte ce prélèvement que si vous le fléchez sur le budget général de l'État, si vous arrêtez de le flécher protection sociale. Bon, et ça, c'était pas possible. Dans le budget de l'État, la France, c'était pas possible. Donc, là, ce qui a été arbitré et décidé, c'est de se mettre en conformité avec le droit européen, les injonctions européennes, et de dire, eh bien, les prélèvements sociaux qui sont faits sur le patrimoine immobilier seront effectivement supprimés, mais uniquement pour ceux qui sont en Union européenne ou dans l'espace économique européen, pour répondre aux injonctions européennes. Bah ça, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas du tout ma recommandation, parce que d'abord, hors de l'Union européenne, il y a des gens qui contribuent aussi à un système de protection sociale obligatoire. Hein. Au hasard, je prends l'exemple de l'Australie. On va en Australie, on est obligé de rentrer et de cotiser au système de protection sociale australien. Donc, je ne vois pas pourquoi les personnes qui résident en Australie seraient traitées différemment des personnes qui sont en Union européenne et qui cotisent au système allemand ou espagnol ou que sais-je. Donc, ce n'est pas du tout ce que j'avais proposé. Donc, l'amendement qui a demandé la suppression des prélèvements sociaux pour ceux qui sont en Europe et espace économique européen, vous pouvez vérifier, j'ai voté contre. J'ai voté contre. Je ne me suis même pas abstenue, j'ai voté contre. Et avant cet amendement, moi j'avais présenté mon amendement qui était de le faire l'exonération pour tout le monde, sans distinction. Et cet amendement, j'ai voté pour. Et évidemment, cet amendement a été repoussé par le reste des députés présents en hémicycle. Donc, pour autant, c'est la première lecture qui a été faite s'agissant des prélèvements sociaux. Et il passe maintenant au Sénat. J'ai la conviction que ce sera retoqué au Sénat. Je trouverais assez savoureux entre nous que les députés qui appartenaient à la précédente majorité votent pour cette suppression alors que pendant 5 ans, on leur a demandé la suppression et qu'ils ont toujours voté contre. Je trouverais assez savoureux qu'ils votent pour. Et alors oui, j'ai envie effectivement, Monsieur Darmanin. Alors Monsieur Darmanin, je discute encore tous les jours avec lui, puisque donc le texte part au Sénat. Il va revenir en deuxième lecture à l'Assemblée. Et nous continuons. Alors, c'est comme la diplomatie. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais nous n'avons pas, c'est pas parce que l'amendement est tombé là en première lecture que nous avons baissé les bras. Nous menons avec mon collègue Roland Lescure, député d'Amérique du Nord, et moi-même, comment dirais-je, un travail, je pourrais dire un combat, pour arriver à nos fins. Il nous a été dit que cet amendement allait coûter la somme extravagante, nous dit-il, mais ce que j'entends, hein, je fais un peu d'humour noir là, de 180 millions de supprimer ces prélèvements pour ceux qui sont dans l'espace économique européen. Et moi, il m'a été dit en réunion que pour les hors Union européenne, ça coûtait au budget d'État 51,2 millions d'euros. Vous voyez, c'est précis, on m'a même donné une décimale. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas trouver ces 51 millions, c'est pas possible. On en a trouvé 180 pour ceux qui sont dans l'espace économique européen, donc je ne lâche pas. Je ne peux pas vous donner le détail là, parce que je ne veux pas briser nos chances de réussite, mais je continue ce travail avec Roland Lescure. Voilà, je veux qu'ils comprennent que c'est pas cohérent. Moi, j'ai déjà insisté sur le fait que je suis à peu près persuadée que sur un plan du droit européen, alors évidemment, on va dans les contentieux très loin, mais la Cour européenne de justice va nous retoquer en disant vous faites une discrimination entre deux situations qu'on n'a pas le droit de discriminer, l'européen et d'ailleurs, en 2015, la France a été retoquée par l'Europe parce qu'on avait pour une distinction qui était faite dans le Code général des impôts entre ceux qui étaient en Union européenne et ceux qui étaient hors Union européenne, donc la même situation, et il s'agissait à l'époque de l'imposition sur les plus-values, quand on vendait un bien immobilier, les plus-values immobilières. Et à l'époque, avant 2015, ceux qui étaient en Union européenne étaient taxés à 19% et ceux qui étaient hors Union européenne étaient taxés à 33%. Donc l'Europe a mis son nez là-dedans, a retoqué la France, et en 2015,
la France a été obligée non seulement d'aligner les taux, tout le monde est à 19%, mais en plus, elle a été obligée de rembourser les sommes indûment prélevées sur les 3 ou quelques années qui précédaient. Donc, on a déjà été retoqué pour le même sujet. Tout le débat sera autour de ce que sont ces prélèvements sociaux. S'agit-il d'un impôt? Et là, on sera retoqué. Ça, c'est sûr. La France sera obligée d'aligner tout le monde. Ou bien, est-ce considéré comme une contribution sociale? Et là, hélas, c'est pas sûr qu'on soit retoqué. Mais enfin, laissons les juristes et les grands spécialistes de la chose faire leur travail. Et je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont aller se battre. Donc nous, déjà, législateurs, on se bat. Et puis derrière, on va laisser les juristes et les grands spécialistes faire leur travail. Alors, Paul qui me demande, quid de la hausse du taux forfaitaire de 20 à 30% qui s'ajoutera aux prélèvements sociaux? Alors, cette hausse de 20 à 30%, Paul, concerne uniquement l'année 2019. Et je tiens absolument à insister là-dessus, sur un point très très important. Pour tous ceux qui auraient des revenus au-dessus de, alors attendez, le seuil, je vais l'avoir là, je vais vous donner le chiffre exact, au-dessus de 42 360, des revenus annuels de source française, au-dessus de 42 370 euros, et qui font la preuve qu'avec leur revenu monde aussi, c'est à ce niveau-là, c'est en dessous de ce niveau-là. On demande d'emblée, là j'insiste d'emblée, on coche la case 8TM de l'année prochaine au moment de sa déclaration de revenus sur la 2042. Et dans ce cas-là, s'appliquera non plus le taux de 30%, mais le taux moyen calculé sur l'ensemble des revenus, c'est le taux moyen, le taux du barème en France. Hein, et qui fait qu'au bout du compte, même si une partie de nos revenus sont taxés à 30%, en moyenne, on voit qu'au bout du compte, on se retrouve avec un taux moyen. J'ai fait le calcul de l'ordre, j'ai fait plein de simulations. On est en réalité à un taux moyen en dessous de 20%. Donc attention, il y a quelques situations, il faudrait avoir un revenu en France pas très élevé, en dessous de 42 000, et un revenu monde très très élevé pour effectivement avoir nos revenus de source française qui seraient impactés par ce passage de 20 à 30%. Cela dit, je suis très claire, je suis en train de faire de l'explication, mais moi j'étais contre ça. Alors maintenant, je vais vous donner même les discussions d'arrière-cuisine, pour vous donner la lecture de tout ça. C'est qu'en réalité, au début, ils avaient demandé un taux de 35%. Je leur ai dit, mais c'est même pas acceptable. Surtout que moi, le passage du taux de 20 à 30, c'est ce que je vous ai expliqué au tout début là, de ce live tout à l'heure. Moi, ça m'a été présenté avec aucun préavis. J'ai pas eu le temps de me retourner. Je dis, mais d'où ça sort ça? Ah mais si, parce que, etc. On m'a fait tout un discours parce qu'il faut augmenter les recettes de l'État. C'est toujours une question de recettes. Hein. Donc, j'étais absolument contre et je n'ai pas voté ce passage du taux de 20 à 30%, qu'on soit très clair. Je ne l'ai pas voté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Surtout que je suis fondamentalement persuadée que les recettes supplémentaires sont ridiculement minimes et que ça concerne en fait assez peu de monde qui, eux, il y a quelques personnes qui vont être impactées par ça, mais qu'au total, les recettes pour l'État, ça va être tellement peu de choses que franchement, est-ce que ça valait le coup d'aller pénaliser quelques personnes pour ça? D'autant que, très honnêtement, et c'est ce que je leur ai dit aussi, qui va être pénalisé? On va être pénalisé des gens qui ont des revenus. J'ai pas envie de porter de jugement, certains vont dire des revenus élevés. Non, des revenus moyens, des revenus. Et en revanche, ceux qui ont d'énormes revenus, eux, ils vont s'abriter, ça va les arranger le taux à 30%. Donc c'est profondément discriminant. Tous ceux qui auront des avocats pour trouver des niches et des méthodes, etc., eux, ils vont tout à fait pouvoir contourner tous ces dispositifs, je ne sais pas de quelle façon. Et c'est ceux qui sont bien dans les règles, bien dans les choux, avec des revenus que je considère être moyens, qui, eux, vont être lourdement impactés. Donc je leur ai déjà dit, je leur ai dit que c'était profondément discriminant, et je reviendrai à la charge. C'est ce message, vous voyez, qu'il faut que je fasse passer aussi aux autres députés. Ceux qui ne nous soutiennent pas au moment où on vote ces amendements, il faut qu'ils comprennent, quoi. Moi, je vais vous dire, au moment où on a voté ces amendements, juste derrière moi, j'avais un député de ma majorité. Il m'a dit un truc qui a été un coup de poignard pour moi. Il m'a dit, ouais, mais attends, Anna, moi j'étais DRH d'une grande boîte. Moi, je les ai vus, hein, tous ceux qui rentrent en France de l'étranger. Ça va, hein, je ne vais pas les plaindre. Hein, c'est confortable, hein, franchement, c'est bon. Je lui ai dit, mais tu peux pas dire une chose pareille. Enfin, j'étais choquée. Donc, c'est tout ce travail que je fais au quotidien. Oui, quelques-uns rentrent dans des conditions matérielles confortables. Oui, il y en a, c'est vrai. Mais on va arrêter de dire que c'est tout le monde.
Et en attendant, ces décisions fiscales, elles impactent ceux qui ne sont pas dans des cas de confort matériel important. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je continuerai à défendre parce que vraiment, je veux que ce regard change et qu'on arrête de prendre des décisions qui pénalisent ceux qu'on n'a pas du tout envie de pénaliser. Donc, le passage du taux de 20 à 30, c'est uniquement pour l'année 2019. Parce que 2020, là, on change complètement de registre. 2020, s'agissant de l'impôt sur le revenu sur les revenus de source française, l'idée sera, le projet, pardon, c'est pas l'idée, ça a été voté. Le projet sur d'abord, qu'on soit bien, parce que dans les questions que j'ai reçues avant le live, on me demandait le cas, ce qu'on appelle la décote couramment. La décote, c'est les frais professionnels, la décote qui est faite de 10%. Qu'on soit bien clair, alors j'ai une petite discussion entre la lecture d'un avocat fiscaliste et la lecture de la DGFiP, donc je suis en train de travailler là-dessus. Cette décote, aujourd'hui, elle est appliquée. Elle est appliquée, on a les 10% déduits du revenu qu'on a, du revenu de source française, et elle restera applicable après. Donc, dans le nouveau schéma à partir de 2020. 2020, le logiciel change, et cette fois-ci, d'emblée, on passe au taux progressif comme il est en France, le même barème progressif qu'en France, avec la décote, avec aussi, je tiens à le préciser cette fois-ci, l'application du quotient familial. Donc ça, c'est très important de savoir qu'il s'appliquera. Et pour cela, je vous invite tous, parce que la DINR, le Centre des impôts des non-résidents, m'a déjà indiqué qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne donnent pas le détail de toute leur famille, l'identité complète avec date de naissance, etc., du conjoint et des enfants, donc mariés ou pacsés. Donc surtout, donnez bien le détail de votre famille pour que le quotient familial puisse s'appliquer. Et ensuite, ce barème sera beaucoup plus juste parce que du coup, là, on va se retrouver avec des taux d'imposition beaucoup plus adaptés et on va se retrouver avec des taux de 5%, 6%, 7%, alors que une partie du revenu est dans une tranche supérieure, mais lissée sur la totalité du revenu avec le barème progressif, on a un taux effectif qui est en fait beaucoup plus faible. Donc, on n'aura plus ce taux couperet. Et le taux couperet de 30%, lui, ne tombera que pour ceux qui n'auraient pas déclaré leur revenu monde, pour qu'on puisse que le taux effectif se calculera sur l'ensemble des revenus. Donc, si l'ensemble de vos revenus monde trouve que vous devez être taxé à 17,8%, ces 17,8% seront appliqués à vos seuls revenus de source française. Donc, alors, Jean-Louis parlait de la décote venant diminuer les droits simples. Alors, j'ai besoin un petit peu plus de détails. Jean-Louis, vous pouvez me donner un petit peu plus de détails. Alors, ensuite, le passage au barème progressif, donc ça sera une bonne chose 2020. Avec, alors pour le moment dans l'amendement, il continue à l'appeler retenue à la source, mais c'est bien un prélèvement à la source dont il s'agit. Donc ça, oui Bernard, ça c'est sûr, ça c'est en 2020, c'est sûr que c'est appliqué. Maintenant, il y a d'autres choses que j'aimerais obtenir, que j'ai pas encore obtenues. J'ai mis un pied dans la porte puisqu'il y a des déductions de charges qui seront acceptées alors qu'ils ne voulaient pas l'accepter du tout. Et ça a été obtenu pour la déduction des pensions alimentaires. Il y a quelque chose, j'ai vu un commentaire passer, je ne sais plus sur quel réseau social. Aujourd'hui, il faut savoir que quand un contribuable est à l'étranger et qu'il a besoin de verser une pension une pension alimentaire à un ex-conjoint en France, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ex-conjoint doit déclarer cette pension et paiera un impôt sur cette pension en France. Et celui qui était à l'étranger ne pouvait pas déduire cette pension de ses revenus de source française et donc payait aussi des revenus. Donc, le même montant était taxé 2 fois. Donc ça, c'était un défaut terrible. Et donc ça, il est accepté maintenant que celui qui réside à l'étranger et qui peut prouver que dans le système fiscal, là où il habite, on ne lui permet pas de déduire cette pension, eh bien là, il pourra déduire sa pension de ses revenus de source française et il ne paiera plus d'impôt dessus. Donc ça, c'est vrai pour la pension qu'on donne à un ex-conjoint, à un ascendant, si on a un parent âgé et on subvient à ses besoins, ou un jeune étudiant à qui on verse des revenus tous les mois. Mais attention, si vous choisissez de verser une pension, de déclarer une pension que vous versez à un enfant qui fait ses études en France, lui devra la déclarer en revenus. Hein, ça reste vrai. Alors, il y a d'autres abattements, d'autres déductions de charges que je n'ai pas obtenues et que j'aimerais pouvoir obtenir. On m'a déjà signalé le coût de la part de CSG déductible. J'en ai déjà parlé, c'était dans le rapport. Je ne l'ai pas obtenu, mais je vais revenir à la charge parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on ne l'ait pas. Et j'aimerais bien, je souhaite travailler avec des avocats fiscalistes pour qu'ils me disent si même
Sur un plan du droit, c'est vraiment recevable d'avoir cette distinction. J'en suis pas si sûre. Donc, je vais revenir à la charge là-dessus. Il y a d'autres charges dont j'aimerais obtenir la déduction. J'en avais fait toute une liste, mais il y en a certainement d'autres parce que certains m'ont alerté sur d'autres déductions de charges que je n'avais pas intégrées, je ne pense pas, dans le rapport. Et il faut vraiment que je puisse aussi travailler là-dessus. Donc, n'hésitez pas à continuer à m'alimenter en suggestions, en recommandations. N'hésitez pas à joindre le texte de loi du Code général des impôts qui s'y réfère pour que je puisse... que je puisse travailler dessus. Bernard, oui, alors, le cas, voilà, très important, Bernard, le point que vous soulevez. Comment peut-on prouver qu'on n'a pas de revenus ailleurs et que le pays dans lequel on est ne délivre pas d'attestation un avis, c'est un avis de non-imposition qu'on reçoit en France, effectivement. Donc, je travaille actuellement avec la DNR pour dire qu'est-ce que vous acceptez. Alors, aujourd'hui, sachez que quand vous cochez la case 8TM, parce que ce procédé va rester, il y aura toujours une case, vous pourrez d'emblée faire une déclaration sur l'honneur pour déclarant « je n'ai pas d'autres revenus dans le monde ». Et ça reste valable, et ça restera valable en 2020. Et ensuite, c'est au moment du contrôle ultérieur éventuel, si vous aviez un contrôle fiscal, qu'on vous demanderait de produire les justificatifs. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je travaille avec eux parce qu'ils savent très bien qu'il y a des pays, il y a la Thaïlande, mais il y a aussi Dubaï, où il n'y a pas non plus de fiche de non-imposition, il n'y a pas d'impôt du tout. Il y en a d'autres comme ça. Donc savoir comment on peut, s'agissant surtout de pays comme la Thaïlande c'est un très bon exemple, la Thaïlande a signé avec la France une convention pour lutter contre la fraude fiscale. Il y a une convention d'échange automatique des données. Donc, et cette convention est signée, donc ça veut dire qu'il y a une forme de transparence. Donc, à partir du moment où on fait une déclaration sur l'honneur et qu'en plus, la DNR sait très bien identifier les pays dans lesquels il n'y a pas de possibilité d'avoir ce document, voilà, je veux travailler avec eux pour voir exactement quelle procédure on peut mettre en place pour que ces situations soient prises en compte. Alors, Jean-Louis qui me dit, quand on coche la case 8TM, alors, on est en position de barème progressive, si on paiement par tranche par l'ensemble de ton moyen, vous pouvez calculer en obtenant un montant simple, ensuite une décote spéciale est appliquée. En fait, cette décote ne s'applique pas aux retraités. Ok, très bien. Bon, alors Jean-Louis, je note. Très bien, merci pour l'info. Jean-Louis, je note et je vais en parler directement avec la DNR. Pourquoi ça ne s'applique pas? Je vais essayer de chercher le texte du CGI qui fait que ça ne peut pas s'appliquer. Très bien. Je vais chercher ça. Très bon, voilà, très bon exemple. Je n'avais pas notion de ça. Et je vais travailler là-dessus. Il n'y a pas de raison, effectivement. Et il faut essayer de trouver le texte de loi et voir après si on peut le modifier. On a décidé de faire converger les deux systèmes, résident, non résident. Il faut être cohérent et aller jusqu'au bout de cette convergence. Et qu'il y a un certain nombre de déductions de charges ou de décotes qui, si elles sont appliquées aux résidents, doivent être également appliquées aux non-résidents. Voilà, ça c'est... Et qu'on sorte du schéma, parce que c'était ça à l'origine. On ne voulait pas l'appliquer parce que, vous comprenez, ils sont à l'étranger, ils ont des revenus ailleurs, ils sont partis s'enrichir ailleurs, etc. Je ne supporte plus ce regard sur ce que nous sommes à l'étranger. Voilà, donc j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, parce que je vois qu'il est déjà... j'ai déjà dépassé le temps. N'hésitez pas à me renvoyer, Jean-Louis, tout ça, c'est extrêmement pertinent et je veux absolument pouvoir travailler là-dessus. N'hésitez pas, j'ai aidé beaucoup d'entre vous. Il y a eu beaucoup de difficultés à récupérer une imposition correcte entre août et les derniers avis d'imposition vont être envoyés en décembre. Tout le monde n'a pas encore reçu son avis d'imposition sur les revenus de source française. Si vous constatez un chiffre aberrant, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer vos documents. J'ai un contact, un accès direct au centre des impôts des non-résidents et tous les cas que j'ai soumis ont été résolus en moins d'une semaine. Donc, n'hésitez pas à le faire, à continuer à le faire. Voilà, ça fait partie, je rejoins la question qui était posée tout à l'heure, comment faire respecter ses droits et faire valoir ses droits. Donc ça, vraiment, je continuerai à le faire parce que je suis une fervente défenseur de la justice pour tous et je ne supporte pas l'idée que certains d'entre vous puissent ne pas pouvoir faire valoir leurs droits. C'est quelque chose qui m'est tout à fait intolérable. Donc, vous m'envoyez vos éléments et j'interviendrai volontiers. Voilà, donc le mail auquel vous pouvez m'envoyer toutes ces informations, le mail Assemblée nationale, c'est-à-dire anne.genetet@assemblée sans accent
assemblée-nationale.fr. anne.jeuneté@assemblée-nationale.fr. Ah, alors attendez, une fille qui me dit que j'ai pas répondu à une question. Attendez. Vous n'avez sans qui sont déjà posées, mais vous pas des discussions avec à savoir les résidents sous un seuil de référence sont exonérés de CSG, ont accès aux soins, on appelle la COTAM. Alors c'est pas tout à fait juste. La COTAM donne accès à des soins inopinés ou programmés en France pour des séjours de moins de 3 mois. Donc ça, la COTAM, elle y donne droit, et j'ai même le montant que ça représente. Ça représente, de mémoire, l'assurance maladie m'a communiqué un chiffre, si je ne me trompe pas, c'est de l'ordre de un peu moins de 10 millions d'euros qui sont dépensés tous les ans en soins financés par la COTAM. Donc la COTAM donne accès aux soins. Maintenant, il est de fait que certaines personnes, notamment, je pense à mon petit retraité, mon petit papy là, qui était dans le sud du Japon, lui, il est confortablement installé là-bas, il ne retournera jamais en France se faire soigner. Donc il paye une COTAM pour rien. Mais pour rien pour lui, encore une fois, toutes ces cotisations maladie, et c'est vrai aussi en France, hein, ce sont des cotisations de solidarité, c'est-à-dire que tout le monde paye pour que quelques-uns puissent se faire soigner, c'est le principe. Donc la COTAM, elle est très faible, elle est très faible, attention. Il y a des inégalités de prélèvement de COTAM sur les caisses de retraite qui sont assez conséquents, hein, 3,2% sur la retraite de base, mais il y en a chez qui ça mange jusqu'à plus de 6%, la COTAM. Donc elle est assez inégale et assez injuste d'ailleurs. Donc cette COTAM, elle finance des soins. Voilà. En revanche, il est de fait que certains d'entre vous n'en profitent pas, n'ont pas à utiliser ce à quoi la COTAM leur donne droit. C'est juste. Sachez aussi que c'est la Caisse des Français de l'étranger qui va donner accès, j'y pense par esprit d'escalier, à une carte vitale. Vous aurez une carte vitale par la CFE. Et la COTAM donne ouverture de droit. Alors, j'ai plus la caisse en tête, mais on peut aussi avoir une carte vitale qui donne droit à des soins COTAM quand on est de passage en France. Donc ça, c'est vraiment possible. Et c'est ça que finance la COTAM. Alors ensuite, en revanche, c'est vrai que sous un certain revenu fiscal de référence, on est exonéré d'augmentation de la CSG, pas de CSG, hein, quand on est en France. C'est ceux qui sont en France qui ont effectué... Alors, pour être précise, en France, les retraités ne payent pas de cotisation maladie, mais ils payent à la place de la CSG. Et en dessous d'un certain seuil de revenu fiscal de référence pour le foyer fiscal, ils ont été exonérés d'augmentation de la CSG, mais ils restaient avec une CSG à payer. Voilà. Ensuite, reste le problème de la déductibilité d'une partie de cette CSG qui n'est pas applicable pour nous qui sommes à l'étranger. Et ce sur quoi il faut également travailler. Donc, voilà. Alors, je vais être obligée de m'arrêter là. Alors, la COTAM, Luc qui demande la COTAM. Alors, COTAM, c'est l'abréviation de cotisation d'assurance maladie. C'est une cotisation d'assurance maladie qui est appliquée à pour simplifier, deux types de revenus. Un, ce sont les pensions de retraite qui sont versées en France à quelqu'un qui habite à l'étranger. C'est ce que j'expliquais, quand on touche une retraite et qu'on habite en France, on n'a pas de cotisation maladie, mais on paye que de la CSG, on ne prélève que de la CSG sur sa pension de retraite. Dès qu'on franchit la frontière, ça s'inverse, on ne paye plus de CSG sur cette pension de retraite, mais on paye à la place une cotisation maladie dont le taux de base est à 3,2%, mais ça peut monter beaucoup plus dans certaines autres caisses de retraite. Voilà, et donc l'autre revenu sur lequel ça s'applique, ce sont les transfrontaliers, enfin toute personne qui a un revenu salarié en France, mais qui habite et qui est résident fiscal à l'étranger, lui aussi, il n'a pas normalement de CSG et il a une cotisation maladie. Alors pour la petite histoire, je ne peux pas m'empêcher de la partager avec vous. Moi je suis dans ce cas-là, j'ai un revenu, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité de parlementaire qui m'est versée en France et je suis non-résidente fiscale. Eh bien, sachez que depuis, ça fait 1 an et demi, les services de l'Assemblée ne savaient pas cette particularité de la loi. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je continue à payer et de la CSG et de la cotisation maladie surtout. Alors que normalement, étant non-résident fiscal, je ne devrais pas avoir de CSG, je devrais payer cette COTAM. Ça me fait doucement sourire. Voilà, donc je n'ai pas fait ma lettre recommandée pour faire valoir mes droits, je l'ai signalé. On va voir, je suis la seule des parlementaires à avoir souligné cette absurdité. Voilà, mais bon, ça me fait sourire, on est quelques-uns, je me dis, c'est pas, mais bon,
voilà, une absurdité du système, une administration qui ne savait pas, en l'occurrence celle de l'Assemblée, qu'il y avait cette loi qui s'appliquait à notre situation. Voilà. Alors, j'espère... alors, qu'est-ce qui vous manque? Alors, les mutuelles partenaires... Oh, vous posez plein de questions super intéressantes, je n'ai pas avoir le temps de répondre à tout. Alors, maladie, j'aimerais souligner l'injustice des mutuelles partenaires de la CFE qui refuse toute implantation les personnes qui ont une... Alors, ça c'est non, on m'a dit non. Je vais vérifier ce point. Hein. J'en ai parlé directement avec NR et Humanis. Ok, je reviens vers eux. Je vais revenir vers NR et Humanis. Ils m'avaient dit non. Absolument, si c'est le cas, c'est absolument scandaleux. Ok, ça, je vais le noter. Ça m'énerve. Ça me met en colère. Alors, je vais tout noter, toutes les questions que vous m'avez posées. Ok. Bon, bah, j'imagine que ça peut être d'autres à Singapour. Je vérifie. Je reviens vers eux. Et je reviens vers vous après, parce que c'est absolument pas normal. C'est voilà. Alors, une ALD, c'est Luc, c'est une... vous avez raison, on ne devrait pas parler avec des acronymes comme ça. C'est affection longue durée. En France, il y a un certain nombre d'affections. Ça pose problème d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. L'assurance maladie en France a défini la liste d'un certain nombre d'affections de longue durée, dont font partie, je vais donner 3 exemples. L'hypertension artérielle sévère, le diabète insulinodépendant et la quasi-totalité des pathologies cancéreuses. Mais il y en a beaucoup d'autres, il y a une vingtaine d'affections de longue durée. Et pour ces affections de longue durée, l'assurance maladie prend en charge les personnes à 100% pour tous les soins, tous les frais liés à cette pathologie. C'est-à-dire que si vous avez un diabète insulinodépendant, vous êtes pris en charge pour tout ce qui concerne votre diabète à 100% de tout. Mais si vous avez une entorse à côté, l'entorse a priori elle n'a rien à voir avec le diabète et qu'il vous faut une intervention chirurgicale pour réparer vos ligaments, plus de la kiné derrière, tout ça c'est pris en charge de façon classique et pas à 100%. Donc ça c'est ce qu'on appelle les affections de longue durée, ce qui pose d'énormes problèmes parce que en France, pour être enregistré en affection de longue durée, il y a tout un protocole que le médecin traitant doit suivre et les médecins à l'étranger n'ont pas ce protocole. Et puis, est-ce qu'ils savent vraiment bien remplir? Est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils comprennent? On a en France des ordonnancés bisones. On a une zone de l'ordonnance où on met tous les traitements liés à cette pathologie à 100% et une deuxième zone de l'ordonnance où on écrit les autres traitements qui n'ont rien à voir avec la pathologie. Bon, bah, la notion d'ordonnance bisone, à l'étranger, aucun médecin sait faire ça. Donc, ça pose souci. Donc, je sais que pour en avoir parlé avec la Caisse des Français à l'étranger, la Caisse des Français à l'étranger essaye de voir comment elle pourrait reconnaître une affection de longue durée qui se déclare alors qu'on est à l'étranger. Comment pouvoir la reconnaître dans les mêmes conditions qu'en France? Ça pose question parce qu'encore une fois, vous voyez, les médecins à l'étranger ne savent pas ce que c'est qu'un ordonnancier, une ordonnance, un ordonnancier bisone. Voilà, donc ça pose des vraies questions, mais je travaille avec eux de façon rapprochée pour essayer de trouver des solutions à ça et que les personnes qui sont victimes d'une affection de longue durée puissent être prises en charge dans des questions correctes. Mais on n'a pas besoin, on ne devrait pas avoir besoin d'NR Humanis, théoriquement, à partir du moment où la CFE accepterait de nous prendre en ALD, pour la LD. Voilà. Mais on aimerait avoir NR Humanis en leur disant, bah, vous nous prenez en charge, mais pour le reste. Voilà, mais c'est... Voilà, il y a des choses à améliorer, à poursuivre. Voilà, il va falloir qu'ils dialoguent ensemble. Ils dialoguent déjà beaucoup ensemble, mais il y a des points clairement d'amélioration à envisager. Il faut vraiment que je vous laisse, parce que là, le temps passe et le temps presse. Et je dois travailler ce week-end encore sur des sujets de fiscalité avec les personnes qui m'aident sur ce sujet en prévision des lectures au Sénat et de la deuxième lecture à l'Assemblée. Voilà, vous aurez compris ce sur quoi je travaille. C'est un travail que je peux apparenter à de la diplomatie. Je pense que je vais me reconvertir en diplomate dans quelques années. Voilà, je vous souhaite à tous sur ces petites notes d'humour un très bon week-end. Merci à tous de votre présence. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et je reste à votre entière disposition et je continue à vous défendre avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bonheur parce que c'est des moments très forts et toutes les informations que vous pouvez me rapporter, me remonter pour enrichir les discussions que j'ai avec les administrations, faites-le surtout, faites-le. C'est ça qui fera que mon travail sera plus percutant et plus efficace. Merci à vous tous
Et au mois prochain, premier samedi du mois prochain, premier samedi de décembre, pour le prochain Facebook Live.